Bonjour et bienvenue à notre webinaire intitulé « Au-delà du risque zéro ». Mon nom est Josée Hamelin. Je suis la rédactrice en chef du magazine Camodo. Et ce matin, j'ai la chance de m'entretenir avec Nadia Donato. Nadia, elle est spécialiste en vente et marketing chez ARI. Bonjour Nadia. Bon matin, Josée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, pour tous les gens qui nous regardent en ligne, je vous invite à nous poser vos questions, à interagir avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on peut limiter les risques d'accidents puis leurs répercussions avec une politique de sécurité qui est claire et puis des suivis qui sont constants. Donc, on va attaquer tout de suite le sujet, Nadia, si tu le veux bien. Absolument. Donc, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi les répercussions d'un accident et des comportements des conducteurs pour une entreprise qui gère un parc automobile? C'est sûr que l'impact du comportement du conducteur affecte plusieurs facettes d'un parc automobile. Les répercussions sont sur les coûts de carburant et d'entretien, l'image et la réputation de l'entreprise, la sécurité de l'employé et les coûts des accidents. Les répercussions sont quand même assez nombreuses. À part des coûts financiers, il y a aussi le risque de responsabilité pour les entreprises. Sachez que les accidents sont la première cause de mortalité professionnelle. Les coûts des accidents sont quand même assez nombreux. Bien évidemment, il y a les coûts des dommages, la perte aussi de valeur d'un véhicule qui a été accidenté. Aussi, il y a les coûts de réparation suite à un accident, mais dans certains instants, c'est une perte totale. Alors, il y aurait aussi le coût d'un remplacement. Et quand le véhicule se fait réparer ou on est en train de chercher un autre véhicule de remplacement, il y a aussi les coûts de location à court terme qu'il faut considérer. L'assurance n'est pas à l'abri. Bien sûr qu'il y a les avantages à payer, mais aussi le risque que les primes d'assurance augmentent. Et finalement, il y a l'impact sur l'employé. S'il y a eu des blessures, il y a des coûts de soins de santé à considérer et parfois même des temps d'arrêt des employés qui ont subi des blessures assez majeures. OK. Donc, ce que j'entends, c'est que les répercussions sont nombreuses, d'où l'importance de tenter d'éviter les accidents. Absolument. Puis est-ce que, dans le fond, la plupart des entreprises de nos jours, ils ont un programme de formation qui est adéquat? Puis qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans un programme de formation comme ça? Bien, c'est sûr que la sécurité des employés, des conducteurs est une priorité pour la majorité des entreprises. Les entreprises réalisent que la sécurité du lieu de travail inclut le véhicule. Malheureusement, 24 des entreprises n'ont pas de programme de sécurité du tout. Oui, exactement. Alors, la première chose que chaque entreprise doit décider, c'est quoi qui est important pour eux. Par contre, je vous dirais que la première chose, c'est vraiment de mettre en place une politique sur l'utilisation du véhicule. Cette politique doit être clairement documentée, y compris les conséquences pour ceux qui l'enfreignent. Aussi, avec les changements dans la technologie de l'industrie automobile et la technologie en général, les choses changent tellement vite que la politique automobile doit être revue au minimum à tous les ans. À part ça, il ne suffit pas juste d'avoir une politique, mais il faut s'assurer que les employés et les conducteurs l'ont lue et qu'ils l'ont comprise. Fait que, qu'est-ce que je suggérerais? Ça serait d'avoir une série de questions, soit en ligne ou par écrit, pour que les conducteurs répondent aux questions. Et c'est là qu'on va s'assurer qu'ils ont bien compris la politique. OK. Par la suite, on devrait réviser les dossiers de conduite des conducteurs ainsi que la validité du permis de conduire. Ceci devrait être fait aussi au minimum à tous les ans. Basé sur les résultats des dossiers de conduite, on devrait aussi avoir une formation à donner aux conducteurs spécifiquement liée à leurs lacunes. Quand on parle de formation, par contre, il y en a certaines qu'on devrait donner quand même sur une base assez régulière pour tenir à jour les compétences des conducteurs. OK. Mais dans le fond, j'entends que la prévention, elle commence dès l'embauche, puis qu'il faut
minimalement vérifier le permis de conduire, mais est-ce que c'est fait de façon automatique par toutes les entreprises? Puis quoi d'autre je devrais vérifier si je gère un parc automobile? Encore, chaque entreprise doit décider c'est quoi qui est nécessaire pour eux. C'est sûr que la validation du permis de conduire est une des meilleures pratiques, mais ce n'est pas un automatisme. Les entreprises ne devraient pas s'arrêter là. Par contre, ils devraient mettre en place un programme de sécurité complet. Un programme qui est bien documenté, qui est mesuré et qui est revu en permanence pour s'assurer qu'il est à jour en tout temps. Lors de la phase pré-embauche, on voudrait regarder les antécédents du potentiel employé. Cette partie-là devrait faire vraiment l'objet d'une vérification assez rigoureuse. Au stade d'une nouvelle embauche, il faudrait regarder la politique avec le nouvel employé, passer à travers la politique et démontrer c'est quoi les objectifs de sécurité de l'entreprise. On devrait aussi mettre en place une évaluation au volant du conducteur pour constater leurs compétences. Je dis au volant, mais maintenant, ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir cette évaluation derrière le volant. Il existe maintenant de très bons programmes qui peuvent être réalisés en ligne. Donc, c'est pas tout de dire oui, je sais conduire, mais un simulateur peut nous aider à valider si c'est vrai que la personne a ces compétences-là. Exactement, exactement. Puis basé sur l'évaluation, là, on peut voir quelle formation le nouvel employé pourrait bénéficier. Avoir besoin. OK. Exactement. Puis, si je veux minimiser les sources de distraction, dans le fond, est-ce que c'est réaliste, avec tout ce qu'on peut vouloir demander à nos employés pendant qu'ils conduisent, d'interdire le cellulaire au volant complètement? Tout d'abord, il faut s'assurer que notre politique couvre le thème sur l'utilisation du cellulaire, y compris les conséquences pour ceux qui l'enfreignent. C'est important aussi de former les conducteurs sur les dangers des distractions au volant. Ça aussi, c'est quand même assez important. Pour répondre à la question, oui, il est absolument réaliste d'interdire complètement l'utilisation du cellulaire au volant. Ceux qui ont mis en place ce processus de tolérance zéro ont pu constater des changements assez positifs en ce qui concerne les accidents préventifs, avec un effet négligeable sur leur productivité. Juste pour te donner des statistiques, 82 des entreprises ont une politique. De ce 82 %-là, 50 tolèrent l'utilisation du cellulaire en mode main libre. 4 ont une tolérance absolument zéro, ce qui veut dire même pas en mode main libre. Mais qu'est-ce qui est encore plus inquiétant, c'est que 51 des entreprises ne couvrent pas le thème des textos au volant. Fait que quand on parle de distraction au volant, on a une grosse amélioration à faire à ce niveau-là. Ça, c'est certain. Puis on a couvert le cellulaire, mais de nos jours, il y a beaucoup de technologies d'aide à la conduite à bord des véhicules. Est-ce que ces technologies-là sont utilisées par la clientèle commerciale ou je ne devrais pas plutôt les désactiver pour éviter que ça cause une distraction à mes conducteurs, mes chauffeurs? En règle générale, il a été démontré que certaines technologies d'assistance à la conduite, telles que les systèmes de freinage d'urgence ou les avertisseurs d'angle mort, aident à réduire le risque de collision. C'est sûr que chaque entreprise doit décider quelle technologie ils ont besoin pour leur parc automobile, mais toutes les entreprises devraient réaliser qu'il faut considérer que certaines technologies rendent les conducteurs un peu plus nonchalants envers leur conduite. Alors, quand on considère une nouvelle technologie, si on opte pour une certaine technologie, il faut s'assurer que le conducteur a pris le temps de se familiariser avec cette nouvelle technologie. Les conducteurs ont vraiment besoin d'une formation lorsqu'ils reçoivent un nouveau véhicule sur toutes les nouvelles technologies de leur véhicule, si on veut vraiment en tirer les avantages. Puis à quel moment ça pourrait se faire, cette formation-là? Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se faire à la livraison du véhicule chez le concessionnaire. On pourrait aller même aussi loin que de mettre quelque chose dans la politique
qui décrit que l'entreprise s'attend à ce que l'employé prenne le temps à la livraison d'un véhicule pour avoir une formation adéquate sur le véhicule avec le concessionnaire. Puis on pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas du temps perdu. C'est vraiment plus du temps qui va être bien investi là, de faire cette démarche-là. Oui, parce que les technologies, c'est des belles technologies, mais pour en tirer davantage, il faut savoir comment s'en servir. OK. Puis au niveau où on parle de technologie, le pas est tout prêt d'aller vers la télémétrie. La télémétrie, est-ce que c'est absolument nécessaire pour mesurer les compétences, dans le fond, puis la performance de conduite de mes chauffeurs sur la route? C'est sûr qu'une mise en œuvre d'un programme de sécurité pour mesurer la performance du conducteur sans télémétrie peut être très efficace quand même pour réduire les accidents. Par contre, la télémétrie est un outil formidable qui nous aide à mesurer le comportement du conducteur en temps réel ou quasiment réel et peut apporter une valeur ajoutée considérable à un programme de sécurité. La solution idéale est vraiment de ne jamais avoir d'accident. Et cet objectif-là est plus facile à atteindre avec une technologie qui va nous aider à identifier les conducteurs à haut risque, les comportements dangereux, mais aussi des problèmes d'entretien qui sont susceptibles de contribuer à une collision. C'est sûr qu'un programme de télémétrie intégré est la partie intégrale actuelle de gestion des accidents et des risques. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui peut générer des rendements positifs en renforçant la sécurité du conducteur, en améliorant leur stratégie de réponse et tout en réduisant les coûts à plusieurs niveaux sur un parc automobile. Il n'y a pas si longtemps que la télémétrie était utilisée à titre exceptionnel seulement, mais cette pratique est en train de vraiment devenir une pratique standard dans l'industrie du parc automobile. Puis, est-ce que, dans le fond, je me mets dans la peau d'un conducteur, est-ce qu'ils sont parfois réticents à voir leur comportement de conduite et pieds comme ça avec la télémétrie? Oui, la plupart des gestionnaires de parcs automobiles, ils sont conscients que ça, c'est un des problèmes qui font face, c'est que oui, absolument, les employés sont parfois très réticents envers la télémétrie. C'est sûr, parce que leur comportement devient disponible. Alors, c'est pour ça qu'il est fortement conseillé aux gestionnaires de parcs automobiles de travailler conjointement avec la direction et les ressources humaines afin d'avoir un plan de communication parce qu'il faut communiquer aux conducteurs l'objectif d'un programme de télémétrie. C'est quoi l'utilisation des données? Une fois que les conducteurs comprennent pourquoi l'entreprise a mis en place un tel programme, c'est là que ça va bien aller, ça va mieux se prendre. Parce que d'ailleurs, un des objectifs est de s'assurer que le conducteur se rende chez eux à la fin de la journée en toute sécurité. Fait que vraiment, c'est un plan de communication qui devrait être fait pour les conducteurs. Puis on parle de mobiliser, d'impliquer les employés dans la politique, mais comment est-ce que je peux susciter de l'engagement de la part de ces employés-là envers ma politique de sécurité? C'est sûr que premièrement, il faut s'assurer que la politique est en ligne avec la stratégie globale de l'entreprise. Tous les joueurs, fait que les conducteurs, les gestionnaires de parc, doivent tous être familiers avec la politique. Elle doit être visible. Visible, et on doit la communiquer assez fréquemment. Ce n'est pas un document qu'on laisse aller, c'est vraiment quelque chose qu'on communique régulièrement, soit par courriel, sur le site intranet de l'entreprise, lors des réunions. Mais qu'est-ce que je te dirais, c'est qu'il faudrait y rattacher un programme de reconnaissance. Ça, c'est de plus en plus populaire et c'est l'une des meilleures pratiques, c'est d'avoir un programme de reconnaissance envers les employés. Parce qu'il faut récompenser ceux qui démontrent constamment des bons comportements, tout en soulignant les améliorations et les efforts des conducteurs. Le programme doit être par contre très précis afin d'éviter toute confusion à l'obtention d'une reconnaissance. Okay. Puis qu'est-ce que ce serait, selon toi,
les meilleurs programmes de reconnaissance qui sont en vigueur en ce moment? Bien, c'est sûr que le programme de reconnaissance doit être intégré à la stratégie et à la culture de l'entreprise. Le programme est à long terme, mais les reconnaissances doivent être à court terme. Il ne faut pas attendre un an avant de donner une reconnaissance. Fait que vraiment des reconnaissances à court terme. La présentation est très importante. Le programme doit être visible, ainsi que les reconnaissances qui sont présentées aux employés. On pourrait même aller aussi loin de dire que le programme de reconnaissance pourrait faire partie de l'évaluation globale de performance de l'employé à tous les ans. Aussi, il devrait y avoir des reconnaissances formelles et informelles. Quand je dis formelles, c'est peut-être sur des plaques, des médailles, des cartes cadeaux, et informelles, des mentions spéciales lors des réunions d'équipe. Donc, valoriser les employés, à savoir un courriel qui dit « Bravo, tout le monde est revenu après la tempête de neige en sécurité à la maison. Nous avons dénombré aucun accident, tout va bien. Exactement, exactement. Puis les suivis, on entend tout le temps parler de faire des suivis. Est-ce que je le fais seulement après un accident parce que, oh là, je me sens coupable ou j'essaie d'en faire un peu plus souvent? Non. Je te dirais, pour répondre à la question, c'est de manière continuelle. Oui. Un bon programme va être un programme dynamique et non statique. Okay. Donc, ça évolue dans le temps, puis ça s'adapte. Absolument. OK. Bien, si tu le veux bien, on va passer aux questions en rafale. D'accord. J'aimerais que tu me parles de l'alcool et la drogue. Est-ce que si on suspecte qu'un employé a conduit sous influence, on le met à pied tout de suite? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr qu'à ce niveau-là, chaque entreprise doit décider c'est quoi qui est nécessaire pour eux, comment est-ce qu'ils veulent traiter un tel incidence. Quoi que ce soit, cela doit être très clairement indiqué, documenté dans la politique, y compris les conséquences pour ceux qui enfreignent la politique. Mais comme j'ai dit au tout début, en ce qui concerne la politique, les entreprises doivent s'assurer que les employés l'ont lu et l'ont compris pour s'assurer, pour avoir un bon suivi là-dessus. Mais c'est sûr que les entreprises doivent faire le choix eux-mêmes, mais de le documenter dans leur politique. OK. Puis est-ce que je dois ou je ne dois pas diffuser les scores de conduite? Puis si oui, qu'est-ce que je dois savoir ou qu'est-ce que je dois prendre comme précaution? En ce qui concerne les scores des conducteurs, je vous dirais encore une fois, c'est les entreprises qui vont décider. Mais la meilleure pratique, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est du renforcement positif. En général, faire connaître le score des pires conducteurs n'est pas une des meilleures pratiques. Qu'est-ce qui est encore plus motivant, c'est faire connaître les scores des meilleurs conducteurs. C'est ça qui va renforcer notre programme de sécurité. OK. Puis, parlant de sécurité, on le voit avec la bordée de neige qu'il y a derrière nous. Est-ce que l'hiver, il y a des précautions supplémentaires qui s'appliquent et que je devrais prendre pour la sécurité de tous mes conducteurs? Oui, absolument. Absolument. Les entreprises doivent former leurs conducteurs à la préparation dans les conditions hivernales. On ne le réalise peut-être pas, mais parfois, il y a des employés qui sont transférés d'ailleurs et qui n'ont pas d'expérience avec la conduite hivernale parce que la région d'où ils proviennent, il n'y en a pas. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Il faut prendre le temps de bien former nos conducteurs. Par contre, il faut aussi prendre le temps de former les employés qui ont de l'expérience. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils ont les meilleures habitudes. De préférence, je te dirais que les entreprises devraient avoir une formation à tous les ans, juste avant la saison hivernale, pour vraiment mettre à jour les compétences des conducteurs envers l'hiver et les belles conditions. Oui. Au niveau des causes d'accident maintenant, est-ce que tu peux me détailler quelles sont les principales causes? Je ne sais pas si tu serais surprise, mais plus de 90 % des accidents sont causés par une erreur du conducteur, une erreur humaine. Cela signifie que c'est des accidents évitables. Plus précisément, ce sont causés par la distraction au volant et la vitesse. Les accidents impliquant des distractions au volant sont devenus un problème de plus en plus grave. Comme j'ai mentionné plus tôt, on a une grosse amélioration à faire à ce niveau-là parce que vraiment,
ça peut causer des accidents assez sévères. On l'a abordé tout à l'heure, mais on a une question qui est rentrée au niveau du web. Donc, au niveau de ce qui est la légalisation du cannabis, à ta connaissance, est-ce que ça a déjà commencé à donner des maux de tête aux gestionnaires de parcs? Oui, absolument. C'est sûr que, comme j'ai mentionné tantôt, avec le changement de la technologie dans l'industrie automobile, la technologie en général, il faut revoir notre programme de sécurité, notre politique d'une manière continuelle, mais aussi il faudrait considérer les changements des lois. Il y a des lois qui changent régulièrement et le cannabis en est une. Fait que, il faut considérer qu'avec ce changement-là au Canada, bon, bien, il faut revoir notre politique. Fait que vraiment, c'est d'aborder ce sujet dans la politique de l'utilisation du véhicule et de rendre la politique visible, mais aussi, quand il y a un changement à la politique, de diffuser ce changement-là à travers plusieurs plateformes dans l'entreprise pour s'assurer que les conducteurs ont bien constaté qu'il y a eu des changements dans la politique. Fait que, bref, il faut aborder tout changement comme ça dans la politique. OK. Puis tout à l'heure, tu as parlé de technologie. Il y a quelqu'un qui nous demande à savoir, un gestionnaire de parc qui considérait l'idée d'implanter des aides à la conduite. Lesquelles est-ce que tu lui conseillerais? Honnêtement, ça va dépendre du type de parc automobile. Okay. Il y a des véhicules utilitaires, des véhicules passagers, fait que ça va vraiment dépendre du type de parc automobile. Toutes les technologies, on pourrait toutes mettre les technologies, mais il y en a juste certaines qui vont vraiment avoir un avantage sur notre parc. Donc, c'est spécifique à chaque parc. Exactement, exactement. OK. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à la sécurité, la prévention des parcs? Bien, moi, je dirais à toutes les entreprises, premièrement, de vérifier qu'elles ont un programme de sécurité avec une politique et tout ce qu'on a mentionné. Et ceux qui ont vraiment un programme de sécurité déjà en place, c'est revoir votre programme. Assurez-vous que c'est un programme assez complet et assurez-vous vraiment que c'est revu de manière continuelle. Bien, merci beaucoup, Nadia, pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci à toi, Josée. Moi, ce que je retiens, en fait, de tout ça, c'est peut-être que le risque zéro n'existe pas, mais que si on a une politique qui est claire, si on prend au sérieux notre politique de sécurité, puis qu'on ne fait pas juste l'écrire sur papier sans la communiquer, en fait, quand on assure les suivis, puis qu'on y accorde l'importance nécessaire, c'est possible d'avoir une réelle incidence sur les statistiques de notre parc, puis de faire en sorte, justement, que nos conducteurs retournent à tous les soirs à la maison, comme Nadia l'a mentionné. Bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été parmi nous. Vous pouvez revoir ce webinaire-là sur autosphère.ca dans l'onglet « Événements ». Au nom de toute l'équipe de Camoto, je vous dis merci d'avoir été avec nous.